Ceci est une image historique. Ce donut pixelisé là, c'est la première image réalisée d'un trou noir et elle a été dévoilée pour la première fois ce mercredi 10 avril 2019. En réalité, elle a été prise il y a près de 2 ans par l'Event Horizon Telescope, un ensemble de 8 radiotélescopes répartis à la surface de la Terre qui tous ensemble forment un télescope virtuel avec une résolution équivalente à un télescope de 12 000 km de diamètre. Ah oui, j'en ai vu des images comme ça, c'était au musée d'art contemporain. Bon, c'était un petit peu plus... Bon, on va se concentrer sur les trous noirs. Mais pour comprendre les trous noirs, il faut d'abord comprendre ce qu'est la gravité. Newton considérait la gravitation comme une force attractive entre deux objets. Deux corps ayant chacun une masse respective s'attirent l'un à l'autre. Par exemple, la Terre m'attire à elle. Cheval! Mais moi aussi, j'attire la Terre. Genre toi, tu attires la Terre. Oui, bon, ma façon d'attirer la Terre est, j'avoue, extrêmement ridicule si on compare nos masses respectives. Mais de la même façon, la Terre attire la Lune et de façon moindre, la Lune attire également la Terre. On peut d'ailleurs l'expérimenter tous les jours en observant les forces de marée que la Lune crée sur nos océans. Mais en 1915, avec la relativité générale, Einstein va plus loin que ça. Il ne considère pas la gravité comme une force, mais comme une déformation de l'espace-temps. L'idée peut paraître un peu saugrenue et va vous demander un petit peu d'imagination. Imaginez un instant que le rien de l'univers, ce qu'on appelle le vide ou l'espace intersidéral, soit considéré comme une sorte de toile invisible et souple, quoi que puisse être cette toile. On peut assez facilement imaginer que si on vient déposer des planètes ou des étoiles sur cette toile souple, eh bien, elle va se déformer, elle va se creuser. Prenez un morceau de caoutchouc souple et déposez-y au centre une bille en acier. Le caoutchouc va se déformer sous l'effet de la bille. Prenez maintenant un petit insecte, déposez-le près de la bille, il va avoir tendance à tomber vers la bille. Cette déformation, cette pente créée par la bille peut être considérée comme de la gravité pour l'insecte. Eh bien, c'est la même chose pour les étoiles, pour les planètes, et j'ai même envie de dire avec tous les objets qui ont une masse, comme vous, comme moi, ou comme cette plante par exemple. Tous ces objets, par leur masse ou par leur énergie, déforment le tissu invisible de l'univers que l'on appelle l'espace-temps. Ils le déforment en créant des pentes autour d'eux. Simplement, contrairement à ma feuille de caoutchouc et ma bille, c'est pas une déformation qui va s'opérer en 2D. C'est une déformation qu'il faut imaginer autour des objets en 3D et en 4D même. Ok, donc en ce moment même, je suis attiré par la Terre parce que je suis en train de dévaler la pente qu'elle crée dans l'espace-temps. Exactement. La seule chose qui te retient de ne pas dévaler la pente plus loin vers le centre de la Terre, c'est le sol de ton appartement, le plan de travail sur lequel tu es assis, la chaise sur laquelle tu es installé ou encore le plancher des vaches. Et moi-même, en tant que corps massif, je déforme l'espace-temps autour de moi. Oui, mais de façon assez négligeable, je dois l'avouer. Bah ça va. En fait, plus un objet est dense et massif, plus raide sera la pente qu'il crée dans le tissu de l'espace-temps. Attends une minute. Une déformation de l'espace, ok, je le ressens là en ce moment ou quand je saute ou quand je me lève le matin. Mais que la gravité soit aussi une déformation du temps, là je t'avoue j'ai vraiment du mal. Oui, j'avoue que c'est pas très intuitif. En fait, nos sens nous permettent de ressentir la gravité, d'appréhender l'espace, mais pas du tout la courbure et la déformation du temps. Pourtant, elle existe bel et bien. Avant Einstein, on pensait que le temps était absolu, c'est-à-dire qu'il s'écoulait de la même façon pour qui que ce soit, quel que soit l'endroit de l'univers où on observe. Mais la relativité a mis un terme à cela. Le temps n'est pas absolu, il est relatif, il peut varier d'un observateur à un autre. Par exemple, le fait de se déplacer, d'avoir une vitesse, permet de ralentir le temps par rapport à un observateur qui resterait immobile. Oui, bon, nous sur Terre, vous, moi,
on va tous quasiment à la même vitesse. La vitesse de la Terre autour du Soleil, et si on va plus loin, la vitesse du Soleil autour du centre de la galaxie. Donc le temps s'écoule quasiment de la même façon pour nous tous. Seulement quasiment, c'est pas parfaitement. En fait, on ralentit ou on accélère le temps les uns par rapport aux autres quand on se déplace en prenant sa voiture, en prenant le train ou en prenant un avion. Seulement voilà, les vitesses engendrées par ces moyens de transport, même si on prenait un avion supersonique ou une fusée, sont ridiculement basses et ne permettent pas du tout de se rendre compte de ces fluctuations du temps. Non, pour ralentir le temps de façon significative, ne serait-ce que de quelques secondes, il faut voyager beaucoup plus vite, avec des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Bon, c'est complètement impossible avec nos technologies actuelles. Pour comparer, un avion supersonique à Mach 3 par exemple se déplace à une vitesse inférieure à 1 km par seconde. La lumière, elle, c'est 300 000 km secondes. Bon, imaginons une expérience où je puisse me déplacer à des vitesses extrêmement grandes, des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et une expérience où j'ai un jumeau. Salut. Salut. Bon, lui, il va rester sur Terre et moi, je vais voyager dans ma fusée de ouf. Vas-y, on synchronise nos montres. Alors tout d'abord, je vais partir 6 mois à la vitesse de 87% de la vitesse de la lumière, soit quand même 260 000 km par seconde. À cette vitesse-là, je vais suffisamment déformer le temps pour que lorsqu'il s'écoule 1 seconde à ma montre, pour mon jumeau resté sur Terre, il s'en écoule 2. Le temps passe 2 fois plus vite. Donc, lorsque je vais revenir au bout de 6 mois, pour moi, il se sera écoulé 6 mois. Pour mon jumeau, il se sera écoulé 1 an. Si j'observe mon jumeau pendant mon voyage, je verrai la Terre tourner 2 fois plus vite et je le verrai vivre en accéléré. Et lui, de son côté, s'il m'observe, il me verra au ralenti. Bon, maintenant, imaginons que je vais à des vitesses encore plus rapides. 99,99% de la vitesse de la lumière. Plus de 299 000 km chaque seconde. À ce moment-là, lorsque je vais voyager 6 mois, le temps sera tellement déformé que pour mon jumeau, il se sera écoulé près de 50 ans. Quoi ? 50 ans ? Attends, mais pourquoi c'est pas moi qui partirai cette fois ? Hey, salut frangin. Ce phénomène s'appelle la dilatation du temps. Plus un objet se déplace, plus prononcée sera la dilatation du temps. Et cette dilatation n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est quelque chose que l'on expérimente et que l'on sait mesurer. Bon, pas avec des jumeaux bien sûr, mais dans les accélérateurs de particules. Et la première fois que l'on a mené une expérience pour mesurer concrètement cette dilatation du temps, c'était en 1971. À cette époque, les scientifiques ont pris des horloges atomiques extrêmement précises. Une fois synchronisées, il faut plusieurs millions d'années pour que ce type d'horloge se décale les unes par rapport aux autres, ne serait-ce que d'une fraction de seconde. Les scientifiques ont placé une horloge au sol et 2 horloges dans des avions commerciaux après les avoir synchronisées entre elles. L'une est partie vers l'est, l'autre est partie vers l'ouest, avant de toutes revenir pour pouvoir les comparer. Et devinez quoi ? Au retour, les horloges avaient toutes une différence les unes par rapport aux autres. Un retard de 59 milliardièmes de seconde pour l'une et une avance de 273 milliardièmes de seconde pour l'autre. Alors ça paraît peu, certes, mais pour des horloges comme celle-ci, il aurait fallu plus de 100 millions d'années pour observer ce type de différence. Alors, la vitesse, comme on vient de le voir, n'est pas la seule responsable de la dilatation du temps. Comme on l'a vu, tout objet massif, comme la Terre, le Soleil ou vous-même, déforme l'espace-temps. Rapprochez-vous du centre de l'objet, de l'endroit qui est gravitationnellement
le plus puissant et la différence de temps sera d'autant plus marquée que pour un objet qui en est éloigné. Ok, donc sur Terre, plus je me rapproche du sol et plus mon temps est différent que si j'en étais éloigné, là où la courbure de l'espace-temps est moindre. Exactement. Et dans le cadre des expériences des horloges à bord des avions, c'est à la fois la vitesse de l'avion qui explique la différence de temps entre les horloges, mais aussi leur altitude, là où la déformation de l'espace-temps n'est plus la même. Prenons l'exemple du GPS. Le GPS fonctionne grâce à une flotte de satellites qui sont placés en orbite autour de la Terre à 18 000 km. Ces satellites sont donc beaucoup plus éloignés de la surface de la Terre que nous. La courbure de l'espace-temps pour les satellites n'est pas la même que pour nous à la surface de la Terre. Si on ne prenait pas en compte cette différence de temps et d'espace décrite par la relativité, eh bien nos GPS ne seraient pas précis à moins de 10 km. Tournez à gauche. Bah oui, mais il y a une falaise. J'ai dit tourner à gauche. Ok, mais en quoi ça a à voir tout ça avec les trous noirs ?